iets geweest. Ma montre astronomique dit qu'on vient juste avoir 3 heures, donc comme c'était annoncé, donc à 3 heures, on va commencer. À tous nos membres et sympathisants de la TIC, je vous souhaite de nouveau bon après-midi à ce deuxième webinaire dans une serie de 3. Dus op dit tweede webinar van de 3, zeg maar, die volledig gewijd zijn aan hetgene wat we nu inderdaad al 2 jaar meemaken, namelijk een pandemie, donc une pandémie qui nous tracasse depuis 2 ans et qui ont donné donc raison à prendre des mesures et des mesures notamment dans notre secteur. Donc ons beroep is zeg maar toch wel nauw betrokken geworden bij heel deze pandemie. Sinds een aantal maanden, jaar zeg maar, is het woord ventilatie niet meer weg te denken. Ventilation est devenu quelque chose de très commun. Et la fois passée, donc, on a eu la possibilité, on a eu l'occasion et le privilège d'avoir 4 orateurs qui nous ont introduits dans le sujet, qui ont expliqué ce qui est la qualité d'air, quelles sont les valeurs limites et comment mesurer. Donc voilà, et aujourd'hui nous voulons alors aller un peu plus loin, donc on veut continuer sur ce chemin-là. En willen we zeg maar toch stilaan een beetje dieper ingaan op de materie die ons allemaal aanbelangt, namelijk zeg maar HVAC equipment. En daarvoor hebben we vandaag zeg maar 3 sprekers uitgenodigd. Jan Marqueur de la Société Swegon, Lieven Verstaan van Daikin Benelux en monsieur Guy Larminois du Bureau d'études Crèche, donc, qui vont nous introduire dans quelques sujets. Les groupes de traitement d'air, en effet, on les connaît tous, donc c'est devenu très courant. Et nous avons demandé donc à monsieur Marqueur donc, de nous introduire un peu plus profondément dans le sujet. Est-ce qu'à cause de la pandémie, l'architecture des groupes va changer? Est-ce que nous devons payer spécifiquement de l'attention à quelques points? Moeten we ergens in het bijzonder op letten? En ik hoop dat meneer Marqueur ons daar een beetje meer wegwijs in kan maken. Yann, je ne te vois pas encore, mais je vois ton nom, donc tu peux allumer en effet ta caméra. Donc, on a décidé qu'après chaque session de présentation, vous aurez la possibilité de poser des questions à l'orateur. Vous connaissez aussi le système du chatbox. S'il y a quelque chose pendant la présentation qui vous revient et que vous voulez absolument partager ou poser, n'hésitez pas à le mettre dans le chatbox. En dan noteren wij die vragen en zullen we ze na de presentatie van de spreker ook aan hem voorleggen. Ok, Yann, si tu coupes ton micro, allez, allume ton micro, je veux dire. Et bonjour. en effet, donc tu en effet donc peux partager ton écran avec la présentation. Alors c'est avec plaisir que je te laisse la parole. Yann est, comment dire, donc comment est-ce que ça se dit, sales engineer à la société Swegon, donc Oui, un fabricant donc réputé donc de tout ce qui est groupe de ventilation et produits annexes. À toi la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, seulement pour commencer, je sais qu'hier on avait fait un test et ça avait saccadé à cause de la caméra. Donc, si ça va, je vais couper la caméra seulement pendant la présentation. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Comme ça va éviter de saccader. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfaitement, merci. Alors, hop. Donc, avant tout, je tenais à remercier la TIC de m'avoir convié en tant qu'orateur pour parler des centrales de traitement d'air. Aujourd'hui, on va parler donc des états partant, on va dire, de Covid. On va commencer la présentation. Voilà, la présentation en parlant un peu de la situation d'aujourd'hui, quel sera le concept ou l'objectif de la présentation d'aujourd'hui par rapport aux centrales de traitement d'air. On va s'intéresser à la filtration, aux différents types de récupérateurs de chaleur, à l'humidification et enfin
on va parler un petit peu de la recirculation R9, air rejeté. Alors, concernant la situation d'aujourd'hui, depuis le début de la pandémie actuelle, nous passons plus de 90% de notre temps à l'intérieur et donc forcément, nous devons assurer une qualité d'air intérieur correcte et correspondant au code du bien-être au travail de mai 2019 qui demandait de contrôler un certain niveau de ppm de telle sorte d'avoir des fonctions cognitives parfaites, d'être beaucoup plus productif et d'avoir un taux d'humidité relatif entre 35 et 70%. Et donc, toutes ces mesures étaient demandées en mai 2019, avant que commence cette pandémie fin de l'année 2019. Et alors, ce qui veut dire que nous devons à l'heure actuelle proposer des centrales de traitement d'air correspondant au code du bien-être, tout en étant dans cette, ce vivre avec le corona, entre guillemets. Et donc, le concept d'aujourd'hui, ça va être de parler d'une centrale de traitement d'air destinée à la ventilation hygiénique de bâtiments tertiaires type bureau, c'est-à-dire remplacement d'air vicié par de l'air neuf pour de la ventilation dite humaine. Et l'objectif, ça sera de déterminer quels sont les composants susceptibles de jouer un rôle dans la transmission du virus. Donc, euh, le type de filtration sur l'air rejeté, le type de récupérateur de chaleur avec une possibilité de carry-over, c'est-à-dire des fuites internes qui vont propager le virus de l'air extrait vers l'air neuf, et bien sûr tout ce qui est recirculation de l'air extrait vers l'air neuf. Donc au niveau des composants, ce qu'on va voir, c'est qu'on va commencer déjà par la filtration. La filtration, qu'est-ce qu'on doit filtrer? Face à quoi avons-nous affaire? Ici, le coronavirus est un virus qui a un diamètre entre 50 à 140 nanomètres. Or, les filtres d'aujourd'hui utilisés dans les centrales de traitement d'air sont des filtres de type F7, voire F9, c'est-à-dire EPM1 50%, EPM1 85%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire EPM1 85%? Par exemple, pour le F9, ça veut dire que le filtre en soi va stopper 85% des molécules et particules qui ont un diamètre supérieur ou égal à 1 micromètre, soit 1000 nanomètres. Et donc, la question, c'est pas cohérent. C'est-à-dire que les filtres à l'heure actuelle ne pourront vraisemblablement pas stopper le virus. Or, nous avons nous avons Comfil, qui est fournisseur de fils, qui nous parle et nous dit que les virus ont tendance à se fixer sur des particules en suspension dans l'air et les aérosols ayant des tailles de 0,3 à 1 micromètre. Et donc, des filtres de type F9 EPM1, 85%, permettraient d'offrir une protection raisonnable contre une petite concentration de virus présent dans l'air extrait. Donc, si on regarde une centrale de traitement d'air euh, standard pour de la ventilation hygiénique, nous aurions un filtre F7 sur la pulsion, EPM1 50%, et un filtre F9 EPM1 85% sur l'extraction. Or, afin d'assurer une protection raisonnable sur l'air pulsé, parce qu'il pourrait y avoir des fuites de l'air extrait vers l'air neuf, on peut ajouter un second étage de filtration sur la pulsion. Ce qui fait qu'on obtiendrait maintenant le M5, c'est-à-dire EPM1 EPM10, pardon, 65%, qui servirait à protéger les récupérateurs de chaleur, et deux F9, un sur l'extraction et un sur la pulsion. Et donc, on aurait une double étage si vous voulez, de protection au niveau de la filtration. De plus, sur la pulsion, ça nous permettrait d'obtenir une qualité d'air conforme à la norme 16798, c'est-à-dire que pour tout ce qui est bâtiment tertiaire, office, bureau, on a besoin d'une qualité d'air sub 2 et en fonction de l'air extérieur. Donc ODA1, c'est un air extérieur très light, un peu comme si on se situait en plein milieu de la province du Luxembourg, et ODA3, c'est en plein milieu de Bruxelles. Et donc, en mettant un extra étage de filtration F9, on obtiendrait EPM1 85%, et donc on se situerait ici, et ça conviendrait aussi bien en cas Covid qu'en cas qualité d'air conforme à la norme actuelle.
Suite à ça, après la filtration, on doit s'occuper des différents types de récupérateurs de chaleur. Donc, il y a trois grands types de récupérateurs de chaleur, c'est-à-dire les batteries à eau glycolée, les échangeurs à plaques et les roues de récupération. Alors, le REVA stipule que pour les deux derniers, il y a des fuites de l'ordre de 1 à 2 pour cent. Donc, on va voir comment on peut diminuer au maximum ces fuites internes dues au récupérateur de chaleur. On va d'abord commencer par les batteries à eau glycolée. Alors, qu'est-ce que c'est que des batteries à eau glycolée? C'est un système assez simple où on va venir récupérer les calories de l'air extrait via un fluide caloporteur qu'on va donner à l'air pulsé. L'avantage ici, c'est que les flux d'air sont complètement séparés. Il n'y a pas de contamination possible. Il y a aussi la possibilité de relier plusieurs groupes, c'est-à-dire 3 GP, 2 GE, et donc, ou bien sûr un GP d'un côté du bâtiment, le GE de l'autre côté. Et donc, on a une assez grande flexibilité. On rencontre surtout ces batteries glycolées dans des applications hygiène, et donc, et pas forcément tertiaires. Les inconvénients sont il n'y a pas de récupération latente. Donc, si on veut contrôler l'humidité, comme le demande le code de bien-être du travail, on sera obligé d'avoir une puissance d'humidification plus importante. Et la conformité à l'ERP 2018. Alors, pourquoi je mets que c'est un inconvénient? Parce que à l'heure actuelle, pour de la ventilation hygiénique, c'est-à-dire remplacer de l'air vicié par de l'air neuf pour de la ventilation dite humaine, on doit avoir un rendement de 68% suivant la EN 308. Ça implique une batterie avec minimum 18 rangs et donc une augmentation des pertes de charge du système de récupération et donc une augmentation de la consommation électrique des motoventilateurs. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure solution à l'heure actuelle. Il y a d'autres inconvénients tels que la maintenance. Il faut avoir une maintenance surtout au niveau du système de fluide caloporteur qui est l'eau glycolée. Et les encombrements, étant donné qu'on va avoir des rendements bien plus élevés, c'est-à-dire 68%, on est obligé d'avoir des vitesses de passage très faibles et une section euh, au niveau de la batterie plus importante et donc un encombrement bien plus important. Donc, en conclusion, ce système de batterie glycolée, c'est un système efficace face au Covid, mais pas le plus approprié pour de la ventilation hygiénique tertiaire. Donc, il faudra s'y intéresser en cas de rénovation de bâtiments, par exemple. Au niveau des récupérateurs à plaques, l'avantage est qu'il n'y a peu, voire pas de contamination possible. Donc, tout va dépendre de la conception de la CTA, j'en parlerai par après. Au niveau du rendement, on a un rendement bien plus élevé, minimum 73% suivant la VN308, mais on peut facilement monter 75, 80, voire 90% pour les petits débits. Il y a la possibilité de bypasser l'air neuf, ce qui fait qu'on peut faire du free cooling ou du night cooling. Il y a très peu de maintenance. En termes d'inconvénients, forcément, il n'y a pas de récupération latente. Donc, comme pour les batteries glycolées, une puissance d'humidification demandée plus importante. Et enfin, l'encombrement, c'est-à-dire que pour des plus gros débits, la place allouée à la centrale, ou du moins au récupérateur à plaque, est beaucoup plus importante. Et enfin, il y a les roues de récupération. Ici, on va s'intéresser à la roue de récupération dite adsorption. Cette roue de récupération, qui est utilisée dans 85% des CTA à ventilation hygiénique, cette roue de récupération de type adsorption a un traitement ou un revêtement de type zéolite, un traitement moléculaire, si vous voulez, qui va permettre de récupérer, d'adsorber, pas absorber, mais adsorber, des molécules qui ont un diamètre inférieur ou égal à 3 angstroms. Alors, 1 angstrom est égal à 10 angstrom est égal à 1 nanomètre, c'est-à-dire que 3 angstrom, c'est 0,3 nanomètres. Et donc, cette roue va permettre de récupérer, d'absorber, de retenir toutes les molécules qui ont un diamètre inférieur ou égal à 0,3 nanomètres. Quelles sont ces molécules? On a des tableaux qu'on sait facilement retrouver sur Internet. On voit que l'eau d'office a une taille de 2,6 angstrom et que la plupart sont supérieures, mais par exemple l'ammoniac, qui a une odeur non négligeable, on va dire, et tout ce qui est fumée de cigarette ont des diamètres inférieurs à 0,3 nanomètres et donc qui pourraient être possiblement repris ou absorbés par la roue et donné à l'air neuf. Donc, il va falloir, avec le type de roue, avec les roues de récupération, il va falloir faire très attention au type ou à la qualité d'air que l'on va reprendre. Quant au coronavirus,
on sait que ce virus-là, il a un diamètre entre 50 et 140 nanomètres. Ce qui fait que la roue en elle-même ne va pas absorber le virus et ne va pas le transmettre à l'air neuf à proprement parler. Par contre, elle peut le transmettre, même si le virus ne s'attache pas à la surface d'échange, à la surface de la roue, elle peut le transmettre en raison de la rotation de la roue, si vous voulez. Parce que l'air qui passe à travers la roue va être emporté, un petit flux d'air sera emporté de l'air extrait vers l'air neuf. Et donc, pour éviter ce système-là, on va incorporer un système de purge. Et ce système de purge va nettoyer et va empêcher cette recirculation intempestive et cette contamination de l'air extrait vers l'air neuf. Donc, les avantages, pour résumer, il y a peu, voire pas, de contamination possible. Donc, comme je dis, tout va dépendre de la conception de la CTA. Je vais en parler juste après. Il y a un rendement beaucoup plus élevé, qu'il soit sensible ou latent. Donc, on va d'office venir soulager tout ce qui est humidification en hiver et soulager tout ce qui est batterie de déshumidification en été. L'encombrement est bien plus compact. L'inconvénient, c'est comme je vous l'ai dit, tout ce qui est transfert d'odeur. Donc, c'est là où on doit vérifier le type de qualité d'air, REP3, si on reprend des sanitaires, des douches ou des zones où il y a possiblement de la fumée. Et enfin, la maintenance, il faudra d'office prévoir une maintenance au niveau de la roue pour vérifier que le système d'entraînement poulie-courroie de la roue soit toujours fonctionnel. Alors, au niveau de la conception de la CTA, dans ce cas-là, on a pris une CTA où les deux motoventilateurs, alors ce motoventilateur-là et celui-ci, sont côté bâtiment, si vous avez le bâtiment et si vous avez l'extérieur et si vous avez le système de récupération d'énergie. Et donc, en gros, on va mettre en surpression le système de récupération. Et lorsqu'on fait une différence de pression en amont et en aval, qu'est-ce qu'on remarque? On a un delta P négatif, et ce qui fait que les fuites vont être accentuées de l'air extrait vers l'air neuf. Et donc, si de l'air possiblement contaminé est repris, ça veut dire que cet air-là va être d'office transmis dans le système de ventilation et la centrale va malencontreusement contaminer tout l'air neuf pulsé dans la centrale. Et donc, c'est clairement une solution à ne pas mettre en œuvre. La solution à mettre en œuvre, ce serait de mettre en dépression le système de ventilation, le système de récupération, c'est-à-dire les deux ventilateurs de chaque côté. Et lorsqu'on fait la différence de delta P en amont et en aval du système de récupération, on remarque que la différence est positive et que les fuites sont dirigées de l'air neuf vers l'air extrait. Et ce qui fait que fuites, s'il y en a, elles sont dirigées du bon côté et donc ça va éviter de contaminer l'air neuf. En fait, tout va dépendre surtout sur la reprise, les pertes de charge aérolique du gainage, parce qu'ici, on a moins 300 pascal. Si supposons qu'on a des pertes de charge très faibles du style moins 100 pascal, on arrive avec un delta P négatif, et dans ce cas-là, les fuites iraient de l'air extrait vers l'air neuf. Donc, comment est-ce qu'on va déterminer, comment est-ce qu'on va savoir s'il y a fuite ou pas fuite? Ça sera, oui, pardon, ici, c'est la bonne solution de mettre les deux ventilateurs en dépression. Donc, comment déterminer s'il y a fuite ou pas fuite? Le but sera lors de la mise en service de la centrale, par exemple. J'entends quelqu'un. Lors de la mise en service de la centrale ou lors de la mise en service du bâtiment, on va aller vérifier la centrale et on va déterminer quel est le delta P au niveau de la centrale entre l'air pulsé et l'air extrait et faire en sorte que ce delta P soit positif pour accentuer les fuites d'air du côté pulsé vers air extrait. Si ce n'est pas le cas, ce qu'on peut faire, c'est venir créer de manière artificielle des pertes de charge qui vont donc, cette grille perforée va créer de manière artificielle des pertes de charge et ces pertes de charge vont permettre d'obtenir un delta P positif et donc d'accentuer les fuites de l'air pulsé vers l'air extrait et éviter toute recirculation intempestive de l'air contaminé. Concernant l'humidification, alors c'est assez simple, l'humidification. Je vais parler d'une étude de 2010 concernant le SARS-CoV-1, donc c'était le SARS coronavirus de 2002 à 2004, je crois.
Et en fait, ils ont regardé le temps d'inactivation d'un coronavirus dans une salle à 20 degrés en fonction des différents types d'humidité relative. Ce qu'on a remarqué, c'est que plus l'humidité relative est élevée, plus le temps d'inactivation est long. Et pareil, lorsque l'humidité relative est très faible, 20%, le temps d'inactivation est encore beaucoup plus long. L'optimum, j'ai envie de dire, c'est avoir une humidité relative proche des 50%. Et dans ce cas-là, on va considérablement diminuer le temps d'inactivation du coronavirus. Et cette étude et cette remarque coïncident, en fait, si vous voulez, avec les codes du bien-être au travail qui demandent une humidité relative entre 35 et 70%. Et donc, on aurait tendance à dire que l'humidification va devenir un enjeu et un paramètre, un paramètre important dans les futures centrales de traitement d'air, en tout cas dans les futurs systèmes de ventilation. Concernant les humidités relatives très basses, il faut savoir que en plus d'avoir un temps d'inactivation très long, le système nasal et les muqueuses de l'être humain sont beaucoup plus sensibles aux infections pour une humidité relative inférieure ou égale à 20%. Donc, en plus d'avoir un temps d'inactivation très long, on sera nous beaucoup plus sensible et beaucoup plus euh, apte à attraper ce virus. Donc, c'est là où on se rend compte que l'humidification devient un enjeu primordial. Concernant, concernant la recirculation d'air neuf par rapport à l'air jeté, pour éviter tout bypass et toute recirculation d'air contaminé vers l'air neuf, le but sera de déporter, si vous voulez, soit l'air neuf, soit l'air rejeté, les décaler de 90 degrés ou de 180 degrés, par exemple, comme sur la photo, avec une distance minimum de 3 mètres. Après, on peut, je sais qu'à Bruxelles, c'est une distance minimum de 8 mètres. Et donc, voilà, le but, c'est de bien prendre ça en compte. Si c'est une centrale extérieure, ça sera donc la prise d'air neuf et le rejet d'air, et faire en sorte que euh, ces deux prises, ces deux grilles, si vous voulez, ne soient pas dans le même alignement pour éviter toute recirculation intempestive du coronavirus. Voilà, j'ai fait le tour. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci. Merci, Yann. Je ne sais pas Oui. s'il y a quelqu'un qui a une question, il peut lever la main ou enclencher son micro, pas de problème. Pas de question? Parce que tu avais parlé de 3 types de roues de récupération, mais à mon avis, tu n'as abordé que le type à absorption. C'est ça exactement, le type d'absorption, parce que c'est la roue qui est la plus commune à l'heure actuelle dans les systèmes de ventilation où on va contrôler l'humidité, parce que cette roue, comme je l'ai dit, grâce à son traitement moléculaire, va humidifier l'air, si vous voulez, ou récupérer l'humidité de l'air sur l'air extrait en hiver et déshumidifier l'air en été, et donc soulager tout ce qui est batterie froide et batterie de désu. Et vu qu'on était dans l'optique de parler des centrales de traitement d'air dédiées aux espaces de bureau où l'humidité est contrôlée, je me suis focalisé sur la roue à absorption qui est à l'heure actuelle 85 voire 90% des roues qu'on sélectionne. Au point de vue humidité, en fin de compte, dans l'air repris, nous avons une hygrométrie et votre trou se comporte comment? En fin de compte, on a les molécules d'eau qui vont venir se déposer sur votre trou. Sur la surface, enfin, c'est pas sur notre L'atmosphère. roue, hein. Il y a différents fournisseurs, Klingenburg, Oui, Enventus, E-Tex, qui proposent des roues à absorption. Au final, la roue ne va pas absorber, elle va adsorber, c'est-à-dire retenir à la surface les molécules d'eau ou toute autre molécule pour pouvoir les transmettre à l'air pulsé dans des petits pores. Et c'est l'entrée de ces pores est à un diamètre de 3 angstroms, donc 0,3 nanomètres. Donc, toute molécule supérieure, si vous voulez, euh, ayant un diamètre supérieur à 0,3 nanomètres, ne sera pas repris, si vous voulez, dans le tamis moléculaire. d'accord, ok. Ok, merci. Tiens, et une question, parce que dans ma pratique, au moins, je vois qu'il y a quand même très peu de... Allez, ça commence maintenant, mais comme vous venez de le dire, donc vérifier ces dépressions
Oui. entre pulsion et extraction, c'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Hein. Alors, non, le but, c'est, si vous demandez une centrale de traitement d'air, ça sera d'office de prévoir des orifices, des mises de pression en amont, en aval du récupérateur de chaleur, que ce soit une roue, un récupérateur à plaque, pour pouvoir, lors de la mise en service, vérifier que le delta P permet, s'il y a des fuites, d'être dirigé vers l'air extrait. Mais à l'heure actuelle, euh, ce n'est pas, tout va dépendre, en fait, si vous voulez, du conduit aérolique de l'air extrait pour vérifier le delta P. Je crois qu'on a quelqu'un qui lève la main. C'est monsieur Oui, Jean. c'est Jean-Louis Ok. qui veut poser une question. Allez-y, Jean. Voilà, j'active mon micro. Bon. Je voulais simplement, c'est plutôt une observation, je crois qu'on peut remercier notre conférencier d'avoir souligné 2 points dont on parle très peu. C'est la première fois personnellement que j'en entends parler, c'est-à-dire l'importance d'une humidité suffisamment élevée, donc pour la question du virus. Mhm. Donc j'ai noté au moins 50%. Et puis la distance entre le rejet Oui. D'air et la prise d'air Mhm. en toiture, enfin à l'extérieur. Oui, Ce sont bien sûr. aussi des règles qui sont toujours d'application, mais il faut encore ici insister pour la question du virus. On Oui, en bien sûr. parle trop peu, donc la TIC devrait peut-être aussi mettre encore après cette conférence, mettre l'accent là-dessus, dans les règles toutes simples de lutte contre le virus. Et encore, je ne suis pas rentré en détail. Je sais qu'il y a certains bureaux d'études, ils vont jusqu'à vérifier quels sont les vents dominants pour pouvoir orienter le gainage pour éviter justement, même par fort vent, une recirculation possible. C'est à faire toujours, hein, mais virus ou Oui, pas virus, mais oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est d'autant plus important maintenant oui. avec la crise actuelle. Merci. Je vous en prie. OK. Merci beaucoup. Oui, s'il n'y a plus de questions, alors je propose qu'on passe à notre orateur suivant, qui D'accord. est Lieven Verstaan. Merci Donc, beaucoup. Je désactive le micro, désolé. OK, Merci. merci Yann. Et voilà, donc, qui va nous présenter un peu plus en détail donc, le sujet de tout ce qui est filtration d'air avec des appareils. Lieven, oui, tu peux allumer Ja, ta caméra et oui, partager en effet donc, ton écran. mon écran. OK. Alors, c'est mieux comme ça, je pense. Tout le monde voit mon écran. Oui, c'est parfait, comme ça. OK. Je pense que la plupart est francophone. En tout cas, j'ai préparé en fait mes slides en français. Donc, je vais essayer de soit parler en néerlandais ou en français que tout le monde peut comprendre en fait le message. Dus ja, luchtzuivering. Het is vooral, ik kan me hier vooral toespitsen op luchtzuivering, dan vooral mobiele luchtzuiveringstoestellen, omdat die ook wel worden naar voren geschoven door FOD Volksgezondheid. Maar wat er eigenlijk nog relatief veel vragen over zijn misschien. Er zijn ook veel verschillende technologieën. Het idee is om die technologieën hier kort ook voor te stellen. En dan ook een aantal praktische voorbeelden te geven en wat handvaten. Dus ja, waar zijn de typische toepassingen van luchtreiniging? Dat is niet enkel voor het coronavirus te gaan bestrijden, maar in het algemeen, in de medische sector bijvoorbeeld, operatiekwartier, om daar voor een steriele of zo steriel mogelijke ruimte te kunnen verzorgen, wordt er wel eens teruggegrepen naar air purifiers, maar ook in de procesindustrie of in de industrie aan zich. Les sols blanches, par exemple, c'est un exemple où il fait éviter qu'il y aura de poussière, neutraliser aussi les odeurs, par exemple, pour purifier de l'eau. Donc, les grandes stations où on va purifier de l'eau, on va aussi utiliser de temps en temps des purificateurs d'air pour éviter en fait des odeurs dans l'environnement.
Puis, oui, collecter, neutraliser en fait les substances nocives. S'il y a un certain process qui va émettre en fait les substances nocives, il faut en fait les capter ou les éliminer, et on le fait au travers d'un système de purification de l'air. Et puis, on a en fait la troisième partie qui est en fait tout ce qui concerne un peu le confort, donc où les gens se trouvent dans un bâtiment, réduire la poussière par exemple et les contaminants dans l'espace, neutraliser les odeurs, et décomposer en fait les organismes, certains organismes comme les pollens, les bactéries, les virus, donc tout ce qui est organique, qui peut être en fait donné en fait un certain aspect négatif à la santé, peut être décomposé au travers un purificateur d'air. Voilà, ça c'est un peu la même chose. Si on va se focaliser un peu à l'intérieur dans un bâtiment, pourquoi est-ce qu'on va utiliser le purificateur d'air? C'est pour éliminer en fait les particules qui flottent en fait dans l'air. Donc c'est la fumée, sont les fibres, les pollens comme j'ai déjà dit, mais aussi par exemple les VOC, ou les COF en français, Volatile Organic Compounds, qui sont en fait qui se trouvent beaucoup, par exemple, dans des meubles, donc la finition des meubles, tout ce qui est peinture, par exemple, tout cela contient des COF. Mais aussi des odeurs, comme j'ai dit, et qu'on va cuisiner, là, on va former aussi des odeurs. Si on va fumer, hein, de moins en moins, heureusement, là aussi, on peut le capter au travers un purificateur d'air, et puis tout ce qui est donc des microbes, des bactéries, des moisissures, des virus et tout ça peut être capté ou neutralisé par un purificateur d'air. OK, les dernières 2 années, on vit dans une situation un peu atypique, hein. On a donc le virus Covid qui nous touche tous. Là, on sait bien, tout le monde le sait, que c'est propagé, ou comment dire, donc c'est généré par des particules, des droplets, par des personnes qui sont infectées. Il y a en fait 2 types, hein. Il y a des droplets qui sont assez grands, qui vont tomber sur la Terre, mais il y a aussi des petites particules qui sont moins de 5 microns, qui peuvent avoir un grand trajet dans la chambre où la personne infectée se trouve, et donc qui peut éventuellement être aspiré par une autre personne, et comme cela, cette personne va aussi être infectée. Donc, le but, c'est de évacuer ces petites droplets, que la chance de contamination va disparaître ou diminuer, pas disparaître, mais quand même diminuer d'un certain facteur. Il y a beaucoup de types de contaminants qui flottent en fait dans l'air intérieur, et donc il y a une grande variation de la taille et aussi de ces contaminants. On voit ici un peu une échelle de différents diamètres des particules, et on voit le plus grand, hein, c'est mist in het Nederlands, smog, zijn kleinere deeltjes. En hier zien we al de virussen aan zich. Ze hebben een grootte tussen de 0,01 micrometer en de 0,8 micrometer. De virus aan zich, meestal zijn die geclusterd in een aantal, geclusterd, of zijn die vervat in kleine druppeltjes, die droplets, waardoor dat ze dus inderdaad eerder naar die 1 micrometer toe gaan, maar het virus aan zich is een stukje kleiner. Tabaksrook, pollen zijn relatief groot, tussen de 10 en de 100 micrometer. Bacteriën zijn ook relatief groot, tussen de 1 en de 10 micrometer. Eigenlijk zijn er 3 grote principes om lucht te gaan reinigen. Ofwel gaan men proberen de verontreiniging sub-oplossingen
Ten eerste hebben we de passieve filter, die eigenlijk effectief mechanisch de deeltjes wilt gaan vangen en vasthouden. Maar we hebben dan ook nog een tweede type, dat is de actieve filters, die eigenlijk die deeltjes in de lucht gaat proberen te laden en ze elektrostatisch te gaan aantrekken naar een bepaalde oppervlakte en die daar dan te gaan vasthouden. Dus eigenlijk door elektrostatische werking zal men eigenlijk die hele kleine onderdeeltjes of deeltjes die in de lucht zweven proberen aan te trekken tot op een medium die het zal vasthouden, die het zal vangen, die het natuurlijk een tegenstelde polariteit zal hebben dan de zwevende deeltjes. Dat gebeurt dan door eigenlijk ionisatie van de lucht die door deze luchtreiniger passeert. Eigenlijk een verlengde daarvan is ook het neerslaan van die onzuiverheden, ook door die ionisatie. Men kan proberen die onzuivere deeltjes in het toestel zelf te gaan vangen, of men kan ook proberen van die onzuivere deeltjes te gaan een lading meegeven, een elektrostatische lading meegeven, zodanig dat eigenlijk die zullen samenklitten in de ruimte zelf. Dus niet meer in het toestel, maar in de ruimte zelf. En doordat ze gaan samenklitten, gaan die deeltjes een grotere massa gaan krijgen. Op een bepaald moment zullen die neerslaan op de oppervlakte van de ruimte en zullen dus niet meer aanwezig zijn in de ruimte zelf. Dus dat is eigenlijk een beetje het principe van het neerslaan, het clusteren van verschillende onzuiverheden en die dan op gravitaire wijze eigenlijk gaan neerslaan op de verschillende oppervlakten in de kamer. En dan de laatste methode is eigenlijk het inactiveren of het uit elkaar halen van die onzuiverheden. Dan slaat dat vooral op de biologische verontreinigingen, zoals de virussen, bacteriën, pollen en zo verder. En dat gaan we doen. Er zijn er ook twee grote technologieën voor. Ofwel kan men dat doen door gebruik te maken van plasma, ofwel door gebruik te maken van UVC-licht. Ik ga nu verder gaan. Dus al die verschillende types van luchtzuiveringen kunnen eigenlijk ook wel gecombineerd worden in één luchtzuiveringstoestel. En dat wordt eigenlijk wel dikwijls gedaan. Meestal zal dat een combinatie zijn van een mechanische luchtzuiveringsprincipe, een passieve of een actieve filter, en dan eventueel ook nog ionisatie of plasma of UVC. Dus dat zijn eigenlijk de meeste... Meestal worden die technologieën gecombineerd. Nu, de meest gekende technologie is natuurlijk de passieve filter, de mechanische filter. Volgens de norm hebben we daar 3 verschillende klasses. Ik ga er ook niet te veel meer in detail gaan. We hebben de EPA-klasse, de HEPA en de ULPA. De HEPA is de meest gekende, High Efficient Particulate Air Filter. En die is eigenlijk dus een relatief dikke mechanische filter. Die bestaat uit een verschillend materiaal, ook een soort, kan je zeggen, papiermateriaal, een fiber material, dat is eigenlijk vezels. En die vezels gaan maken dat de kleine onzuiverheden daarin worden vastgehouden. En dat is gebaseerd op 3 verschillende methodes, ofwel het opvangen van deeltjes, zoals u ziet in het eerste kadertje, voor relatief grote deeltjes, groter dan 100 nanometer. Of kleine deeltjes, dan de impact is eigenlijk het vasthouden of het laten neerslaan op die fibers voor deeltjes groter dan 1 micrometer. En dan diffusie, het afleiden eigenlijk voor kleine deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer. Dus we hebben eigenlijk 3 verschillende principes die toegepast worden in die HEPA-filter om verschillende groottes van verontreinigingen te gaan opvangen. Dus een mechanische filter, dat is een soort platenfilter. Het moeilijkste voor een filter is eigenlijk het vasthouden van de filters van de deeltjes die ongeveer een grootte hebben van 0,3 micrometer. Men noemt dat dan de Most Penetrating Particle Size, MPPS. Hier zien we dat een beetje grafisch voorgesteld, dat eigenlijk voor hetzelfde type filter dat we eigenlijk een heel goede efficiëntie hebben op relatief grote deeltjes, tot 1 micrometer. Gaat men naar 0,1 micrometer, dan ziet men dat die efficiëntie gaat dalen. En de kritische zone zit dan rond die 0,3 micrometer. En daar wordt eigenlijk een klassificatie voor opgesteld van die HEPA-filters rond die 0,3 micrometer. En die klassificatie ziet men
hier in die tabel. Dus het is niet enkel voor de HEPA-filter dat het moeilijkst is om die 0,3 micrometer te gaan vangen. Die heeft natuurlijk de hoogste efficiëntie, maar men ziet dat ook voor de filters, de voorfilters die gebruikt worden voor bijvoorbeeld die ventilatiekasten, die mijn collega daar juist heeft voorgesteld. Daar ziet men ook dat die efficiëntie zakt specifiek rond die 0,3 micrometer. Maar daar zijn die efficiënties heel wat lager. Bij de HEPA-filter daar hebben we hele hoge efficiënties. Gaan we eigenlijk tot 99,97,5 voor de hash 14, een van de meest gekende klassificaties. We kunnen nog hoger gaan, maar dan gaan we naar de U-klasse, de ultra high ULPA-versies, waar daar nog heel veel hogere efficiënties zijn. Maar laat ons zeggen, het virusdeeltje aan zich, maar een virusdeeltje aan zich verspreidt zich niet zomaar in de ruimte. Het is eigenlijk meestal ook, gaat hij zich vasthaken aan waterdruppeltjes eigenlijk. Die worden uitgestoten door het uitademen of door het kuchen of het hoesten. Dus daar gaan we eigenlijk vooral die virusdeeltjes gaan vinden. Maar natuurlijk, worst case, zitten we daar rond die 0,3 micrometer. Dus wat ging ik nu zeggen? Ja, dus meestal wordt er gekozen voor een klasse hash 13 of hash 14 om een goede efficiëntie te krijgen voor het afvangen van die kritische size van partikels waarin dat het virus zich bevindt. Point d'attention pour un filtre HEPA, c'est que à cause de la densité du filtre, il faut on peut facilement en fait bloquer, saturer en fait le filtre. Donc une utilisation d'un pré-filtre est toujours nécessaire avec une classe de filtre inférieure naturellement pour prolonger en fait la durée de vie du filtre HEPA. Mais il faut aussi quand même changer assez souvent le filtre HEPA, typiquement après 3 mois qu'on va en fait changer le filtre HEPA. Hier ziet men een uitvoering van zo'n mobiele luchtreiniger met aan boord een HEPA-filter. Niet enkel een HEPA-filter. Je ziet ook dat men dat voor relatief grotere zalen zal gebruiken. Dat hangt al een beetje af van de ordegrootte van het debiet die men er kan doorjagen. Men heeft hier dus op het einde de fameuze HEPA-filter, de ventilator. Eventueel kan daartussen nog een UV-lamp worden geplaatst, UV-lamp, UVC-lamp, die dan ook de biologische onderdelen zal gaan doden, gaan desactiveren. Dus vooral vooral functioneel om, in die HEPA-filter kan er natuurlijk een accumulatie zijn na verloop van tijd van biologisch materiaal. En kan dat eigenlijk daar verder gaan broeden, laat ons zo maar zeggen. Om te vermijden dat inderdaad daar een verdere contaminatie gebeurt, kan men dat altijd combineren met een UVC-lamp, die eigenlijk continu ook die HEPA-filter of de biologische delen die in die HEPA-filter zitten, gaat desactiveren. We hebben natuurlijk een ventilator om een bepaald debiet over die HEPA-filter te krijgen. En dan hebben we ook nog een voorfilter om te vermijden dat de HEPA-filter te snel gaat gesatureerd zijn. En men gaat typisch bij al van die mobiele luchtreinigers zal men onderaan gaan aanzuigen en zal men de luchtstroom naar boven toe gaan uitblazen. Dan hebben we een actieve filtermogelijkheid. En dat is dan eigenlijk die elektrostatische filter, waar dat we eigenlijk ook die fijne deeltjes gaan vangen. Waarom gaan ze gaan vangen? Eigenlijk door ze elektrostatisch te gaan laden. Dus we gaan ze eerst laten passeren via een positief geladen emitter. Die deeltjes worden, of negatief tenminste, die worden negatief geladen aan de deeltjes. En die worden aangetrokken door een positieve filter. Dat kan een plaat zijn, dat kan ook een fiberfilter zijn, dat kan eigenlijk verschillende raster zijn. Dat kan verschillende vormen aannemen, die filter. Maar het voordeel daarvan is dat er eigenlijk de openingen
Dus dat we niet meer met een zeer fijne filter moeten werken, met zeer fijne openingen die heel snel kunnen blokkeren, maar dat die openingen hier relatief groot kunnen zijn. Dus daarna dat eigenlijk behoud van je debiet door de tijd heen relatief constant kan gehouden worden. Dus eigenlijk uw efficiëntie, uw luchtdebiet over deze filter kan eigenlijk altijd relatief constant worden gehouden. Dus is het voordeel. Het nadeel is, ja, op een bepaald moment moet je dan ook wel toch nog die filter gaan reinigen, dat die deeltjes die hier op die of plaat of raster zitten, dat die effectief worden gereinigd. Hier rechts ziet men dan zo'n principe van een filter of van een air purifier. Dat kan in kleine formaten aangeleverd worden. Of ook wel grote formaten. Hier is dat een relatief klein formaat, 300 kubieke meter, die dan bijvoorbeeld in een klein kapsalon of bij een dokterspraktijk kan geplaatst worden, of ook in een slaapkamer, een livingroom. Dus dat is een beetje de ordegrootte van, of typisch toepassing voor zo'n type toestel. Dan gaan we nog een beetje verder, maar dat heeft eigenlijk allemaal een beetje in dezelfde technologische hoek, zal ik maar zeggen. Is dan de filter die gaat ioniseren, maar eigenlijk komt dat een beetje op hetzelfde neer. Ook bij dat elektrostatisch laden hangt een beetje vanaf van de elektrische stroom die men eigenlijk door die luchtstroom gaat gaan plaatsen. Hoe sterker die is, hoe meer dat men zal ioniseren. Op een bepaald moment zal men een plasma gaan creëren, zodat men eigenlijk nog verdere chemische reacties zal gaan creëren. Ionisatie is eigenlijk hetzelfde als dat elektrostatische gedeelte. Dus men zal eigenlijk de onzuiverheden gaan laden met een bepaalde lading, een negatieve lading. Die zal dan terug worden opgevangen door een positieve collector, zodanig dat de onzuiverheden blijven kleven in de collector en dat men eigenlijk op het einde van de rit enkel maar zuiver lucht in de ruimte zal gaan blazen. Dat is één iets. Wat er ook zal gebeuren is terug die clustering. Stel dat niet alle, dus er zullen nog wel een aantal van die verontreinigde of verontreinigingen door die filter passeren. Die is niet 100% efficiënt. Maar doordat die onderdelen of die verontreinigingen geladen zijn, zullen die terug gaan clusteren en zullen die eigenlijk op een bepaald moment te zwaar worden en zullen die uit de lucht gaan vallen en zullen die op de oppervlakte neervallen. Een gevaar of een bijwerking bij het ioniseren van die luchtstroom is dat we ook wel bepaalde chemische reacties gaan creëren. En een van die chemische reacties is dat we bijvoorbeeld zuurstof gaan splitsen. Dat is zeer reactief en die zullen dan eigenlijk ook bepaalde ozonconcentratie gaan vormen. En ozon is... is wel goed voor de atmosfeer om de UV-stralen tegen te houden, maar is niet goed voor de mens en te grote concentraties. Heeft eigenlijk ook respiratoire klachten. En daarmee moeten we opletten dat die ozonconcentraties niet te hoog worden binnen de ruimte en daarvoor worden ook bepaalde maxima vooropgesteld. Dan, als men daar nog meer energie gaat in plaatsen, dan gaat die ionisator eigenlijk een soort plasma gaan creëren. En dat plasma zal dan eigenlijk doelbewust ook vooral waterstofmoleculen gaan splitsen in hydroxylradicalen en H+-radicalen, die dan eigenlijk gaan reageren op de celwand van de verschillende biologische onderdelen of verontreinigingen, zoals virussen, bacteriën, die gaan eigenlijk de celwand van die biologische verontreinigingen gaan kapotmaken, zodanig dat die geïnactiveerd worden. Ook de geuren, de pollen, worden eigenlijk daardoor aangetast en worden daardoor ook gedesactiveerd. Dus het grote voordeel van die plasmatechnologie. Maar terug daar, het aandachtspunt is dat die plasma ook als bijproduct ozon produceert en dat we er moeten op toezien dat die ozonconcentraties niet te sterk worden, zodanig dat die geen negatief effect hebben op de gezondheid van de mens. Hier terug zo'n voorbeeld van een toestel die plasma aanmaakt, maar die ook ioniseert. Eigenlijk hebben we de twee zaken in één. Hier is de Daikin
toestel. Ik zal eens reclame maken voor mijn eigen winkel. Hebben we al een eerste ionisator. De ionisator zal maken dat de verontreinigingen hier op die elektrostatische filter worden vastgehouden. We hebben dan ook nog een geurfilter, eigenlijk een soort actief carbonfilter, waarin dat hij eigenlijk door die ionen zullen dan ook de geuren hier gaan desactiveren. En dan op het einde hebben we hier ook dan nog in deze opzet ook nog een humidifier, een bevochtiger, een luchtbevochtiger. Ook daarom die 50% luchtvochtigheid te creëren, zoals mijn collega in de vorige presentatie heeft duidelijk gemaakt. Maar hebben we hier op het einde terug nog een plasmagenerator die eigenlijk ionen in de ruimte zal sturen, zonder dat die eigenlijk worden afgevangen. Om daar terug die onzuiverheden te gaan clusteren, maar ook om te gaan interageren met die biologische verontreinigingen in de ruimte zelf, zodanig dat die ook worden afgebroken in de ruimte zelf. En die zweven dan nog wel in de ruimte, maar die zijn geïnactiveerd. Dus dat is het grote voordeel eigenlijk, of een ander principe in plaats van de verontreinigingen te gaan vangen. Dan hebben we nog een laatste technologie die veel gebruikt wordt, is de technologie met de UVC-licht. En het UVC-licht is het een niet zichtbare spectrum. En het UVC-licht heeft de eigenschap dat het eigenlijk de DNA-keten van alle verontreinigingen die ermee bestraald worden, kan kapotmaken. Zoals de virussen en bacteriën. En dus terug een UVC-luchtreiniger of techniek zal de verontreinigingen niet proberen te vangen, maar dat de bestralingstijd relatief lang genoeg is om zo die efficiëntie naar omhoog te krijgen. Dus dat is eigenlijk wel een van de zaken waarop moet gelet worden. En een tweede aandachtspunt is natuurlijk als men gebruik maakt van UVC-licht in een ruimte die gebruikt wordt door de mensen, dat we moeten maken dat het UVC-licht afgeschermd is van de mensen zelf, dat er geen direct contact is tussen de UVC-lamp en de mensen die in de ruimte lopen. Of dat er andere manieren zijn om te verhinderen dat het UVC-licht of dat er direct contact mogelijk is, bijvoorbeeld door een aanwezigheidssensor, dat er toch een lamp rechtstreeks in de kamer wordt geplaatst, maar dat die lamp enkel maar wordt geactiveerd als er niemand in de kamer aanwezig is. Dat is een andere manier om de mensen te beschermen. Hier heb ik een aantal voorbeelden van zo'n UVC-luchtreiniger. Die kan ingebouwd worden. Die kan ingebouwd worden bijvoorbeeld in een vast plafond. Die kan ook ingebouwd worden in een ventilatiekast. Een hygiënische ventilatiekast, zoals in de eerste presentatie getoond. Dus het is ook een manier om aan desinfectie te doen van de luchtstroom. Maar daar is het natuurlijk ook zaak dat de luchtstroom of de lucht lang genoeg in contact blijft met de UVC-lamp om zo de desinfectie te kunnen volbrengen. Dat is voor relatief grote ruimtes, maar men heeft ook van die mobiele luchtreinigers die gebruik maken van UVC-licht. Dat is evenzeer mogelijk en gemakkelijker toe te passen in de ruimte, zeker nu als er snel moet gehandeld worden, zoals bij een pandemie, zoals de COVID-pandemie. Nu nog misschien nog een korte uitleg over een aantal waarden die belangrijk zijn, vooral als we gaan kijken naar de wetgeving en normering. En een van die waarden is de CADR-waarde, die is vorige week ook al aan bod gekomen. Ik herhaal die nog eens kort. Dat is afkorting van Clean Air Delivery Rate. En dat is eigenlijk iets anders dan het luchtdebiet die door zo'n luchtreiniger wordt gepompt, vermenigvuldigd met de efficiëntie van die luchtreiniger. Dat is eigenlijk een waarde die uitgevonden is, laten we zeggen, door de Association of Home Appliance Manufacturers, een Amerikaanse associatie. Dus het is een voluntary scheme, dat is geen wet. En eigenlijk werd daar de filtratie-efficiëntie gemeten van 3 verschillende grote onderdeeltjes. Dat is typisch de tabaksrook tussen 0,9 en 1 micrometer, dan het stof tussen 0,5 en 3 micrometer en de pollen tussen 5 en 11 micrometer. En de algemene waarde is eigenlijk het gemiddelde van de efficiëntie van die 3 typen groottes van verontreinigingen.
We hebben ook nog een Europese waardering die een waarde geeft aan die kwaliteit van de luchtreiniging van de mobiele luchtreinigers. Dus Eurovent is daar ook met een programma gestart. En zij hebben een waarde, dat noemt de Purified Airflow Rate. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met de CADR. Dus ook terug het debiet vermenigvuldigd met de efficiëntie van die luchtreiniger. Maar de efficiëntie is daar eigenlijk... wordt een stukje opengetrokken, maar gaat daar niet enkel efficiëntie meten van of het vangen van vaste deeltjes. Hier zetten we deeltjes tussen 0,3 en 5 micrometer, dus al een andere grootte. Maar men zal daar ook andere type biologische verontreinigingen gaan opmeten, optioneel is dat wel, of stoffen die allergieën kunnen opwerken. Dus men probeert daar iets breder te kijken naar de efficiëntie van verontreinigingen dan enkel maar mechanisch fijne stofdeeltjes te gaan opvangen. Men gaat daar ook nog bijvoorbeeld de energie-efficiëntie bij gaan publiceren. In functie van ook een bepaalde energie- of clean air efficiency class aan gaan toekennen. Dat ziet men hier. Tussen A en E is de waarde. Hoe groter natuurlijk, hoe hoger in de waarde, hoe hogere luchtdebieten dat men krijgt per watt elektrisch verbruik. Dus als dat hoger is dan 13 kubieke meter per uur per watt verbruik, dan zit men in de energie clean air efficiency klas A. Dus ofwel van de partikels, mechanische partikels van verschillende gassen, kan van formaldehyde zijn bijvoorbeeld, is een van die gassen, micro-organismen en van allergenen. Dan heb ik nog eens opgezocht van als we als ontwerper dan moeten ergens bepaalde keuzes maken waarop kunnen we ons richten. We hebben een document van RIVA, de Europese associatie, die wel erkent ook dat die mobiele luchtreinigers dat die eigenlijk nuttig kunnen zijn om de concentratie aan stof of deeltjes in de omgevingslucht te gaan verminderen en ook om het risico op infectie te gaan verminderen. Dat zijn twee zaken die men kan toeschrijven aan luchtreinigers. Natuurlijk, bepaalde luchtreinigers gaan bepaalde technieken en technologieën gaan gebruiken, waar er bijvoorbeeld bijproducten worden geproduceerd. Ik heb dat al gehad bij die ionisators en bij die plasma-technologieën. Daar zal bijvoorbeeld ook ozon worden geproduceerd, maar ook peroxide en andere zaken die eigenlijk negatief kunnen zijn voor de volksgezondheid. En als we dan luchtreinigers moeten beoordelen, dan zijn een van die beoordelingscriteria wel degelijk terug die CADR-waarde. Het geluid, de energie-efficiëntie, waar gaan we die gaan plaatsen, hoe gaan we die gaan inregelen en hoe kunnen we die gaan onderhouden. Dat zijn allemaal zaken die belangrijk zijn. RIVA verwijst hier terug naar de CADR-waarde en heeft ook een aantal handvaten om te gaan bepalen van welke grootte van luchtreiniger moet ik nu plaatsen in een bepaalde ruimte. En hier hebben we eigenlijk twee mogelijkheden. Dus er is bijvoorbeeld, de eerste mogelijkheid is als er een ruimte is waar er al hygiënische ventilatie is, van meer dan 1 volume of luchtwisseling per uur, dan moet de CADR-waarde, als men er eigenlijk nog wilt verbeteringen brengen aan de indoor air quality, moet de luchtreiniger een CADR-waarde hebben die minstens 2. Als men dat doet, dan zal de concentratie aan verontreinigingen met 70% gaan dalen. Ik heb hier een praktisch voorbeeld. Stel dat we een volume hebben van 200 kubieke meter en we hebben een ventilatiesysteem die 3 luchtwisselingen per uur creëert, dan moet de CADR-waarde zijn, om daar nog een verbetering aan te brengen aan de luchtkwaliteit, moet de CADR-waarde minimaal 2 keer de waarde zijn van de 3 luchtwisselingen maal uw volume van uw ruimte, moet gelijk zijn aan 1200 kub per uur. Nu, stel dat er
een slechte lucht of ventilatie in die kamer aanwezig is, dus van minder dan 1 luchtvolume per uur, dan moet die CAD-R-waarde minstens 2 maal de waarde zijn van de air changes. Stel dat we nu bijvoorbeeld een volume hebben van 200 kubieke meter per uur, van 200 kubieke meter, we hebben maar een halve luchtomwenteling door hygiënische ventilatie, dan is de CAD-R-waarde 2 maal 200 kubieke meter gelijk aan 400 kubieke meter per uur. Dat is de richtlijn die Riva voorop stelt. Riva zegt ook van ja, oké, die mobiele luchtreiners zullen wel wat geluid produceren, maar uiteindelijk is het geluid, zijn het de algemene standaarden die nationaal gelden voor een bepaald lokaal, die moeten gerespecteerd worden als ook die luchtreiniger daar in werking is. Ja, typische geluidswaardes zijn dan bijvoorbeeld van een slaapkamer 30 decibel, living 35, maar dan als we naar het commerciële gebeuren gaan, burelen is dat 35 decibel tot 40 decibel. 35 decibel voor niet-residentiële toepassingen is dan wel ergens een richtwaarde. Natuurlijk, dat is afhankelijk van de geluidsbron, maar ook van de reflectie binnenin en de absorptie binnenin de ruimte die het uiteindelijke geluidsniveau van die ruimte zal bepalen. Dus het hangt niet enkel af van de aircleaner aan zich. Het is ook wel duidelijk hoe lager de sound power level van uw luchtreiniger, ja, hoe eenvoudiger het zal zijn om de maximale geluidswaardes in de kamer te respecteren. Ze zeggen natuurlijk ook nog iets over die actieve luchtreinigers, die dan ook wel bijproducten gaan produceren, zoals bijvoorbeeld ozon. Dus als dat het geval is, er zijn verschillende, ja, er is een bewijs in de test zijn van ja, hoeveel is dan de productie van die ozon, want ozon is natuurlijk het meest schadelijke in het binnenklimaat. Dus dat is wel gevraagd dat de leverancier op zijn minst een testrapport kan aanleveren die bewijst wat de ozonproductie is bij normaal gebruik van die luchtreiniger. En Riva stelt voorop dat dit niet meer mag bedragen dan 0,05 parts per million in de testruimte waar die CAD-R-waarde is opgemeten. Dus dat is eigenlijk de waarde die Riva voorop stelt. Voilà, dus die testresultaten moeten ter beschikking gesteld worden als er daar vraag naar is. Dus dat wordt dan ook gedaan. Nu, als we dat dan terugkoppelen naar typisch Belgische realiteit, sedert COVID, dus vorig jaar, heeft de FOD Volksgezondheid een aantal richtlijnen vooropgesteld in verband met COVID voor publiek toegankelijke ruimtes, dus niet voor privéruimtes, niet voor de huistuin- en keukengebruik. En eigenlijk zijn dat 3 basisregels. Ten eerste zijn dat de hygiëneregels, een masker dragen waar nodig, indien nodig, het desinfecteren van de handen en het desinfecteren van de oppervlaktes. Dan een tweede regel is dan de hygiënische ventilatie, die zo gaan inrichten dat de CO2-niveaus in de ruimtes altijd onder 900 ppm geraken. Dat kan ofwel door mechanische ventilatie, maar dat kan ook door verluchting, laten we zeggen, door het openen van ramen en deuren. En een belangrijk aspect is ook dat we moeten vermijden dat er hercirculatie is van hygiënische ventilatielucht door mechanische systemen. Dus dat wil zeggen dat men, soms wordt dat toegepast om de energiekost onder controle te houden, maar dat moet dus ten allen tijde vermeden worden. Dus er mag geen cross-contaminatie gebeuren tussen verschillende lokalen door ventilatielucht te gaan hergebruiken. En het laatste, toevluchtsoord, als dat allemaal niet te bereiken is, als de eerste 2 zaken niet, of als men niet onder 900 parts per million geraakt, of de 1200 parts per million in tijdelijke situaties, dan kan men zijn toevlucht nemen tot luchtreiniging. Maar daar moet men kiezen,
moeten de luchttrainers voldoen aan bepaalde minimumcriteria die vooropgesteld worden door de FOD Volksgezondheid. En iedere leverancier die luchtreinigers wil verkopen voor die toepassing, moet zich op zijn minst registreren op de officiële website, moet ook een dossier indienen, zodanig dat de FOD Volksgezondheid kan checken of die luchtreinigers effectief voldoen aan de minimumeisen. Proberen afronden, lief. Ja, ik ga je daar rap doorgaan dan, blablabla. Bla, bla. Dat ga ik allemaal niet meer gaan. Dus kort, daar gaan ze ook terug vermelding maken dat de CADR-waardes moeten vermeld worden. Dat ministerieel besluit is ervoor getreden in 28 mei vorig jaar, is op onze afkomst. Oké. De minimumeisen zijn de volgende. De HEPA-filter moet minimum een klassificatie H13 hebben. De elektrostatische filters moeten gelijkwaardige efficiëntie hebben als deze van de HEPA H13, de micrometer. En de UVC, als men UVC-licht verbruikt, dan moet dat een wavelength hebben, een lengte hebben tussen 220 en 280 nanometer om efficiënt te zijn. Dat is ongeveer. En bepaalde technologieën worden eigenlijk d'office verboden, zoals het gebruik direct van ozon, maar ook die koude plasma toestel is verboden. Maar een leverancier kan altijd een uitzondering aanvragen door een derogatieprocedure en die kunnen dan ook wel gepubliceerd worden op die lijst. En dat is dan mijn laatste slide. De lijst kan men terugvinden op volgende websites. Dus ieder, laten we zeggen, persoon die verantwoordelijk is voor onderhoud door het publiek, kan altijd zijn toevlucht hier toenemen en kan daar een selectie maken of een keuze maken uit een air purifier, een luchtzuiveraar. Is door FOD Volksgezondheid. Zo, dat is het einde. Ik ben al te lang bezig. Zijn er nog vragen? Eens kijken naar de chat. Ja, er staan een paar vragen in. Le marché belge est-il demandeur de purificateurs d'air? Depuis la pandémie, est-ce que vous avez vu une montée des ventes de ce genre C'est une bonne d'appareils? question. On a certainement une augmentation des appareils, de vente des appareils. Mais on voit quand même aussi une hésitation parce qu'une manque de connaissances. Aussi, c'est le gouvernement qui pousse. Et en fait, tous les purificateurs d'air dans leur communication n'est pas aussi bien développé. Maintenant, on a aussi, il faut en fait mesurer le taux de CO2. Donc, pour résoudre en fait un niveau CO2 qui est trop haut, il faut ventiler. Et seulement dans le cas où on ne peut pas ventiler, là, on peut utiliser en fait les purificateurs d'air. Mais je vois aussi que le marché n'a pas basculé, disons fortement. Hein. Donc, on a une augmentation nette et claire, ça c'est clair, mais ce n'est pas exponentiel. Hein. Ik weet niet of je in de chat de vraag van Egide Jaspers ziet. Ja, ik heb die twee vragen daar neergeschreven. Enerzijds, hoe zeker zijn we van de efficiëntie van het toepassen van ionisatie? Ja, er is daar inderdaad geen, er is er nog altijd geen, geen standaard of geen algemeen wetenschappelijk onderzoek die dat bewijst. Wij als Daikin hebben dat laten onderzoeken door het Louis Pasteur Instituut in Lille.
Daar hebben we gezien dat het effectief wel werkt in een labo-omgeving. Dat we daar inderdaad meer dan 99,9 en zoveel procent die coronavirussen kunnen doden. Ook de andere virussen, maar dat was dan tijdens de SARS bijvoorbeeld, hebben we ook die testen gedaan, ook in Japan. Ook in labo-omstandigheden hebben we het basistoestel, het is wel in een kleinere ruimte natuurlijk, laten testen op die efficiëntie. Dat is, bleek dat dat zo efficiënt is. Maar laat ons zeggen, er is geen algemene wetenschappelijke studie of grote studie opgezet die eigenlijk die efficiënties aantoont. Maar goed, ja, dat is misschien nog een beetje het zwakke punt. Maar onafhankelijke studies, kleinere studies hebben al aangetoond dat het zeker werkt. Hè? Ja, en dan een tweede vraag die daar een stukje bij aansluit. Wij beheren in onze installaties VAV-systemen die sinds meer dan 20 jaar bestaan, die zeer efficiënt functioneren, maar die op het principe van recirculatielucht natuurlijk gebaseerd zijn. Dus daar zit geen warmtewiel in. En we werken met een overmaat aan lucht natuurlijk, dus dat is geen probleem om luchtzuiverheid en 900 ppm is geen probleem. Maar energie wordt wel een probleem natuurlijk. Het is makkelijk om te zeggen van de overheid van recirculatielucht vermijden. Maar daar hangt een enorm energetisch kaartje aan. Vandaar de vraag van, is het dan een goede optie om te zeggen van, we gaan toch naar recirculatie en de eventuele besmetting wordt dan met een bepaald reinigingssysteem weggewerkt, zoals ionisatie of iets anders? Ionisatie en UVC-licht zijn de VAV of gecentraliseerde toestellen. Die dus niet alleen mobiele toestellen, maar ook in een centrale luchtbehandelingskassen wordt dat ook wel toegevoegd. Natuurlijk, we hebben nooit 100% zekerheid. Hè. Dus de contaminatie-effect zal sterk verminderen, maar je kan het niet volledig uitsluiten. Hè. Als men de... Ik weet niet of iedereen dat probleem heeft, maar... ja, je geluid valt soms weg. volledig gaat scheiden, dan kan men dat eigenlijk... Ah ja. Ja, dat is jammer. Ja, mijn verbinding valt hier. Het verminderen, maar het zal het niet volledig gaan wegwerken. Hè. Maar dat is in alles zo. Hè. Ik denk dat dat vorige week ook aan bod is gekomen. Ja. Een zero-risk bestaat niet. Het is een strategie die vooropgesteld wordt. En de overheid gaat ergens gaan zeggen van indien het mogelijk is dat de beste strategie. Ik begrijp ook wel voor bestaande installaties dat het soms heel moeilijk is om die om te bouwen, of dat het uit energetisch standpunt bijna onmogelijk is om daar een perfect werkende aanbieden. En dan moet je inderdaad je toevlucht nemen tot air purification, kan UVC zijn, die ingebouwd is in het kanaalwerk. Dat kan ook En dan heb ik nog, maar ik weet niet of ze even een vraag stellen, want de antwoorden zijn misschien mooi geformuleerd, maar ik kan ze niet meer volgen, omdat het klank niet goed is. Ja, ik zal mijn video eens uitdoen, dat zal al beter zijn. Hopelijk. Ik had dan nog een vraagje rond, want frameworks van ionisatie, die eigenlijk zeggen van kijk, wij ioniseren de lucht en we gaan ervoor zorgen dat de ionen in de lucht zelf terechtkomen. Ja. Dus die mogen niet, als je kanaalwerk te lang is, moeten oppassen, want we moeten zorgen dat er nog voldoende ionen overblijven, dat die in de omgevingslucht terechtkomen. Je hebt twee zaken. Wat ik zou zeggen, als er besmetting is en gereinigt de lucht, ja, en je brengt zuivere lucht binnen, waarom moeten die ionen dan tot in de ruimte komen? Die ionen dienen enkel maar... er zijn twee mogelijkheden. Ionen, dus eigenlijk elektrisch laden van deeltjes, gaan maken dat de hele fijne stofdeeltjes aan elkaar gaan klitten in de ruimte zelf en die door dan de zwaartekracht eigenlijk naar beneden vallen en dus niet meer in de lucht aanwezig zijn. Dus dat is ook een vorm van zuivering, maar die zijn dan wel nog in de ruimte aanwezig op de oppervlakte. Daarmee dat ze ook zeggen van je moet eigenlijk je oppervlakte gaan ontsmetten. Dat is één technologie. Als we daar meer energie gaan toevoegen, dan gaan we eigenlijk naar een soort plasma. En die plasma heeft een grotere energetische inhoud. En dan gaat die eigenlijk
ja, radicalen gaan vormen. En de radicalen gaan eigenlijk de eiwitten gaan aanvallen of gaan kapot maken. Een virus is een eiwit en zal eigenlijk daar een biochemische reactie gaan veroorzaken. Hè. Dus die gaat dan eigenlijk rechtstreeks de functie van uw verontreinigingen gaan uitschakelen. Dus het is een beetje een combinatie van die twee zaken. En als dat nu in het toestel gebeurt of in de kamer zelf, dat is het eigenlijk. Oké. Hartelijk dank. Ik wilde hier even kunnen stoppen. Ik weet niet, Jean Nouink, uw handje steekt nog op. Had jij nog Très, een très vraag? brièvement, puisqu'on a pris beaucoup de temps, Ouais. juste une petite observation. Lorsqu'on indique un niveau de bruit en dBA des purificateurs, il faudrait préciser à quelle distance, sinon ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, c'est en effet un thème Oui, c'est vrai. d'acoustique, hein, C'est pour- c'est clair. Ça, c'est acoustique. Mais On c'était a plutôt pour attirer l'attention au fait que ça produit du bruit. Donc, il faut en tenir compte. Ça, c'est clair. Non, mais ça vient de ce qui a été indiqué sur l'écran, venait apparemment d'une norme. Donc, je trouve que si on cite la norme, il faudrait aussi Ouais. donner la distance. Mais bon, ne nous arrêtons pas à cela. Merci pour l'exposé. Oké. Oui, merci beaucoup. Hartelijk dank, Lieven. Bedankt voor de excuses medewerking. voor het, Ja, het grootste deel ging goed, maar inderdaad, op sommige momenten viel het geluid een beetje weg. Oké. Dan komen we nu... daarvoor. Geen probleem. Oké. Bedankt in ieder geval voor dit. Oké. Alors, je pense que oui, voilà, Monsieur Lardinois, il est là. Voilà. Vous pouvez allumer votre micro et votre caméra, ce qui est fait. Et alors, si vous partagez votre écran, je dirais, allez-y avec votre présentation. Merci. Alors, une petite seconde. Voilà. J'ai un petit souci là pour l'instant. L'écran n'est pas partagé. Non, pas encore. Vous avez l'écran là? Non, pas encore. Alors, il y a... J'ai perdu tout. Moi aussi. Voilà. Est-ce que vous avez l'écran? Non, pas encore. Bon, je l'avais tout à l'heure. Bon, écran partagé. Je vais le remettre ici. Et l'écran 2. Est-ce que vous l'avez là? Non, pas encore. Partagé. Ah, ça commence. Voilà, c'est bon. Voilà. On y est. Il faut juste que je récupère l'autre partie. Bon, je peux la démarrer. Non, désolé, mais là, l'écran donc est partagé. Voilà, donc là, je pense que j'y suis presque. Donc voilà, donc on va aborder le dimensionnement de l'R9, mais uniquement de l'R9 en fonction du Covid-19. Et on aborde essentiellement tout ce qui va être coût, gain, efficacité. Est-ce qu'on m'entend bien? Pas de problème, c'est bien. Voilà. Donc, on aborde ici essentiellement 3 problématiques. On va d'abord voir si c'est efficace, comment,
Qu'est-ce qu'on entend par efficacité, ratio coût? On va aborder le CO2 et on va voir quelle est la pertinence de cette mesure et de la valeur de cible. Et on va terminer par une comparaison du point d'équilibre économico-prophylactique. Donc, on va déterminer, voir si, quels sont vraiment les débits qui sont intéressants à ce niveau-là. Alors, en première approximation et intuitivement, on a tendance à dire que la ventilation, elle est contre-productive, donc elle n'est pas du tout favorable à la protection contre le Covid-19 parce que, grosso modo, on se dit si le virus est très rapide pour compenser la dilution, elle est trop lente. Et deuxièmement, les courants d'air participent au transport du virus. Puisque quelque part, quand vous êtes dans une pièce, on atteint des taux de recyclage secondaire qui sont de l'ordre de 600 à 1200%. C'est une sorte de court-circuitage qu'on a directement dans la pièce. Dans la pratique des essais qui ont été démontrés et dans les retours d'expérience de laboratoire, la réponse est clairement oui. Donc, c'est extrêmement efficace. C'est même beaucoup plus efficace que ce qu'on pensait au départ. Donc, on atteint des efficacités qui sont supérieures au port du masque. Alors, il faut bien comprendre qu'au niveau de l'efficacité, on a déjà des problèmes si on a une forte occupation, mais en plus, il faut tenir compte que est-ce qu'on est en extérieur, en un intérieur bien ventilé, mal ventilé, avec masque, sans masque, et en plus, on doit tenir compte également de l'émission de particules des occupants. C'est-à-dire que si vous êtes en silence, vous êtes 1, en parlant, c'est 7 fois, et en chantant, 250 fois plus de particules. Et donc là, on voit tout de suite qu'on va devoir tenir compte de l'activité et du type d'activité. Sur les deux diagrammes qui sont ici, on voit sur le diagramme en haut à droite essentiellement qu'on a une moindre probabilité d'être infecté plus on a de renouvellement d'air. Et dans le diagramme inférieur, c'est suivant le type de bâtiment et on voit que quand on a des grands volumes, on est relativement protégé par rapport à des plus petits volumes exigus. Alors, sans rentrer dans le détail de ce texte, vous lirez la présentation plus tard, mais grosso modo, la littérature nous annonce des efficacités de protection de la ventilation de 95 à 99%. C'est-à-dire bien supérieur au masque, qui n'atteint pas les 80%, loin s'en faut. Donc la ventilation est donc une bonne mesure efficace de protection. Pourquoi c'est une bonne mesure? Bon, et qu'est-ce qu'elle protège? Si on prend les grosses particules suivent une trajectoire balistique, se trouvent au sol après quelques secondes. La ventilation n'a donc aucun effet sur ces dernières, elle n'a pas le temps. Ce n'est pas possible. Les particules moyennes, on pourrait dire la même chose, puisque ces particules de l'ordre de 20 microns sont au sol après 3 minutes. En 3 minutes, la ventilation n'a pas vraiment non plus le temps d'agir. Ce qui fait la différence, c'est que ces petites particules vont se déshydrater très rapidement, en quelques secondes, et perdent 99% de leur poids. Résultat, nous allons retrouver des aérosols secs, petits. Ils rejoignent les particules fines, et donc ils ne sédimentent pas. On peut voir ici qu'en fonction du type de particules et de la vitesse d'air, on va avoir des particules qui vont rester dans l'air. Et si on prend les petites particules ici qui sont mises en évidence, on voit qu'elles peuvent parcourir des distances qui sont bien supérieures à 10 mètres. Et elles vont donc rester en suspension à cause des turbulences. Donc, dans les faits, nous nous retrouvons avec des particules très fines, voire ultra fines, 0,3 microns, difficiles à filtrer et qui restent en suspension dans l'air brassé très longtemps. Ces particules sont transportées dans l'air brassé à 0,5 km/h. Donc, c'est un effet négatif, quoique parce que la charge virale qui est concentrée se répartit dans l'ensemble du bâtiment. On peut donc, à partir de maintenant, considérer que les aérosols ont un comportement similaire à un gaz parfait. Et donc, on va pouvoir, à ce moment-là, expliquer pourquoi on fait une mesure de CO2 qui va nous donner une idée de la ventilation. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on regarde le CO2 dans la ventilation, on voit qu'un renouvellement d'air par heure demande 2 heures pour déconcentrer de l'ordre de 90% une charge CO2 au départ, donc 90% de la charge virale. Or, on a vu que
on obtenait des efficacités supérieures à 90%, ce qui veut dire que nécessairement, la contamination du virus se fait par une accumulation, un bombardement en quelque sorte d'une charge virale. Et donc, les estimations qui m'ont été données étaient d'estimer qu'il fallait inhaler 100 000 virus pour être contaminé. Pourquoi? Un grand nombre de virus sont morts, un grand nombre de virus ont muté, et il en faut encore une certaine quantité pour être capable d'être contaminé. Et donc, la ventilation est donc efficace parce que la contamination est un processus qui n'est pas instantané. Si maintenant on regarde la diffusion des aérosols, on regarde ici le CO2, ben on voit que dans une pièce classique, on va avoir une montée en 1 heure, 1 heure et demie du CO2, de la concentration, pour atteindre une asymptote. Puis ici, on voit ici, après 4 heures, fin d'occupation, et on voit qu'on redescend aux 400 ppm. Si on compare, si on fait le même modèle mathématique, on voit ici en courbe bleue le CO2, on voit aussi que le virus, lui, va commencer à 0. Et donc, on a une courbe qui est similaire, quoique différente. Toutes les courbes ici où je parle de l'aérosol et des quantités, ce sont des données sans dimension, c'est juste le modèle, ce ne sont pas des mesures. On ne sait pas mesurer le virus dans l'air. On sait mesurer sa quantité d'ADN, mais on ne sait pas mesurer de combien de particules sont réellement dangereuses. Si maintenant on compare les courbes théoriques sur un virus avec des débits de 2, 22, 40, 56 et 100 mètres cubes heure, je pense qu'on reconnaîtra grosso modo les choses. On voit immédiatement qu'avec 2 mètres cubes, on a une accumulation de virus sur 6 heures et que la quantité de virus devient de plus en plus importante. Il est probable qu'il y a une sédimentation, mais je n'en tiens pas trop compte. J'ai juste introduit un petit renouvellement d'air de 2 mètres cubes heure. Et on voit ici qu'avec 100 mètres cubes heure, ben, on a une charge virale qui n'augmente plus après quasiment une demi-heure et qui va rester relativement faible. J'ai fait une sorte de courbe explicative où je remets les valeurs précédentes, donc les valeurs suivant le débit. Donc ici, vous avez le débit nul jusqu'à 100 mètres cubes. Vous avez une efficacité de dilution qui est donnée ici après, par exemple, 6 heures. Et vous avez une quantité de contact. Et grosso modo, si on additionne les deux courbes, on obtient un optimum de 22 mètres cubes. Alors, je rappelle que la courbe virale est arbitraire. Si maintenant je multiplie la même courbe virale par 2, puis je la multiplie par 3, on voit qu'on obtient un équilibre à 40 mètres cubes quand on multiplie par 2 et à 56 mètres cubes, grosso modo, quand on multiplie par 3. Alors, ceci pour dire que le point d'équilibre, la décision de dire 22, 40 mètres cubes ou 1200 ou 900 ppm ou 800 ppm, finalement, ça dépend du virus. On n'a pas véritablement intérêt à continuer à ventiler si déjà le virus est déjà suffisamment éliminé. Ce sont donc les expériences médicales qui vont nous dire quelle quantité d'air on doit mettre. Suivant la littérature, j'ai lu que déjà 22 mètres cubes heure étaient relativement efficaces. Alors, au niveau du scénario de comment ça se passe, c'est que dans un premier temps, entre 2 et 10 minutes, avec le taux de brassage secondaire, donc c'est-à-dire le mouvement d'air dans la pièce, on voit que ici, dans l'exemple montré, on est en 2 minutes, le virus est réparti. Ce qui veut dire qu'on a effectivement dans le système de ventilation un court-circuitage d'air qui est entre 600% et 1200%. Donc ça, c'est le problème de la diffusion du mouvement d'air dans la pièce. Alors, cette dilution va empêcher la concentration des aérosols sur quelques individus circonscrits autour du contaminateur, donc c'est l'atout. Hein. Et cette dilution initiale diminue l'intensité du bombardement viral et donc on va retarder le seuil de contamination. Et on va voir que retarder le seuil contaminant, c'est-à-dire quand on a absorbé ces fameux 100 000 virus. Or, pour moi, ces 100 000 virus, c'est quand même très arbitraire, mais c'est une donnée qui m'a été communiquée. Donc, si on reprend le modèle mathématique et qu'on reprend ici les trois courbes 22, 40 et 56 mètres cubes, et qu'on fait une estimation du cumul, donc une sorte d'intégrale
de la surface en dessous de la courbe, on obtient des courbes de cumul et on voit par exemple sur la courbe 20 000 qui est celle-ci, on voit qu'à 22 mètres cubes, après 3 heures et demie, on a déjà la charge virale et qu'avec un débit de 40 mètres cubes, il faut pratiquement 5 heures et avec 56 mètres cubes, il faut 6 heures pour recevoir la même charge virale. Donc la même charge virale, je n'ai pas dit une charge nécessairement contaminante, on ne sait pas réellement mesurer la contamination. On n'a ça que le résultat, on n'a que des résultats statistiques d'expérimentation de laboratoire. Donc, la ventilation est-elle efficace? La réponse est clairement oui. Alors, la réponse est oui pour les variantes jusqu'au delta, puisqu'on se base sur les études scientifiques, il faut un certain temps pour avoir les résultats. L'efficacité est étroitement subordonnée aux caractéristiques du variant considéré, donc le contrôle des aérosols, nous, il est relativement modélisable. Si le virus, et je le rappelle, si le virus ne survit pas dans l'air sous forme déshydratée, ou s'il sédimente, je rappelle, la ventilation est quasiment inutile, ce qui n'est pas l'observation. S'il est hautement pathogène, la ventilation doit être vachement renforcée pour pouvoir être efficace. Je prends un exemple, si vous avez de la variole ou de l'Ebola, on a vraiment intérêt d'avoir des taux de renouvellement et des flux laminaires, sinon l'effet 900 ppm, ça n'a aucun effet sur des variants, des pathogènes extrêmement contaminants. Deuxième point, on va voir un petit peu ce qu'est la mesure du CO2 et voir quelle est la pertinence. Donc, le CO2, il donne une image de la qualité de renouvellement d'air, la quantité d'air qu'on a remplacé par rapport à la présence d'un nombre d'occupants plus ou moins corpulents, plus ou moins développant une activité plus ou moins intense. Dans la plupart du cas, cette mesure donne une appréciation de l'impact de la ventilation sur la transmission du virus. J'insiste sur la plupart des cas. Pourquoi? Parce qu'il existe des biais. La corrélation n'est pas totale. Effectivement, si vous n'avez aucun contaminateur dans une pièce, et beaucoup de gens, vous avez beaucoup de CO2, mais vous n'avez pas de virus. Vous avez un super contaminateur, il peut contaminer 100 personnes. Mais s'il n'y a personne dans la pièce, il n'en consommera personne. D'un autre côté, donc le taux de CO2 va vous indiquer le nombre de sites potentiels à protéger. On ne connaît pas nécessairement la durée de vie des virions et leur potentiel contaminant, qui n'est pas constante en fonction des variants. Donc, il y a destruction dans les conditions ambiantes. Donc, on a de nombreuses mutations. Donc, de nouveau, l'efficacité peut varier, alors que le CO2, lui, c'est un élément stable. Également, si vous avez une personne qui est silencieuse ou qui chante, vous pouvez avoir aussi des résultats, puisqu'un chanteur dégage 250 fois plus d'aérosols. Je fais remarquer qu'on ne sait pas si le chanteur en question est contaminant ou pas. Dernière chose, la mesure de CO2, on vient de voir ici, à la présentation précédente, tous les systèmes de stérilisation ou de filtration au recyclage. Le CO2 n'est pas une mesure pertinente pour ces systèmes. Il ne va même pas les détecter. Donc, moi, je dis simplement, malgré ces biais de mesure, ils restent marginaux. Donc, la mesure CO2 en ppm absolu est donc intéressante parce qu'elle est accessible, bon marché et compréhensible par tous. La mesure de la concentration de CO2, même s'il n'y a pas une corrélation parfaite avec le risque biologique, est un excellent guide sécuritaire. Et d'après les lectures que j'ai vues, puisque déjà à 20 mètres cubes heure, on a déjà un bon résultat, la recommandation de viser 900 ppm absolu est socialement et épidémiologiquement pertinente et en moyenne sécuritaire. Sauf si nous recevons un variant particulièrement agressif. Mais jusque maintenant, et peut-être même apparemment avec l'Omicron, la ventilation a l'air d'être une très bonne chose. Je rappelle quand même, les besoins, on parle de renouvellement d'air. Neuf, filtré, stérilisé, ça dépend de la résilience du virus et de sa virulence et létalité. Donc, on peut avoir des débits qui partent, on va dire, de 22 mètres cubes, et puis si on va dans des salles médicales, on peut aller jusque 100 renouvellements d'air, ce qui est, disons-le, socialement impossible d'imposer à la société ce genre de choses dans l'ensemble des bâtiments. Troisième point, quelle est la pertinence économico-prophylactique des centrales de renouvellement d'air? Alors, prophylactique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une centrale de renouvellement d'air est donc
comment dirais-je, prévient la contamination. Ce n'est pas curatif. On essaye d'éviter. Suivant le type de débit, on va se rendre compte, et ça c'est important, que non seulement les centrales coûtent cher, on a pris ici une centrale pour déjà assez bien de monde, je pense que c'était 400 personnes si j'ai bonne mémoire. On voit que si on est à 22 mètres cubes, on a une centrale relativement réduite et relativement facile à placer dans un bâtiment. Si on prend les 800 ppm, donc 56 mètres cubes, on se retrouve donc avec un monstre qui va nécessiter un local technique de 2 étages. On va avoir le même problème au niveau des gaines, si on répartit ça sur 5 étages, et on voit immédiatement qu'on a un problème de transmission. Donc, c'est faire trop gros, viser des taux de renouvellement trop élevés, ce n'est pas sans conséquence sur le bâtiment. Alors, ventiler, c'est prévenir, mais il faut encore installer. Donc, si on est déjà équipé d'un système avec 900 ppm, on l'a vu, il ne faut rien faire. C'est déjà bon. Si on a que des GPGE avec recyclage, ça déjà commence à poser des problèmes. Et on va fermer le recyclage et on va passer tout air neuf. Bon, moi, j'ai des clients qui sont en tout air neuf, ils n'ont pas la puissance, les batteries ne sont pas prévues pour chauffer tout air neuf, les chaudières sont en 90-70, voire 90-75 parce qu'on pousse tout à fond, on ne condense plus et donc ça a un coût énergétique important. Alors, soit on n'a rien. Alors, si on n'a rien, il faut investir. Et là, on a 2 problèmes. Premièrement, ça prend du temps. Et deuxièmement, il faut avoir la place. S'il n'y a pas de place, ça va être très, très compliqué pour ventiler. Et si on doit faire un marché public, ce que je crains, c'est que l'épidémie sera peut-être terminée ou pas quand on recevra le matériel. Donc, on sera prêt pour l'épidémie suivante. Donc, pour bien faire comprendre, on voit déjà que sur les 2 courbes, la courbe la plus proche, qui est quand même très proche, le 900 ppm, c'est quand même intéressant parce qu'on voit déjà qu'on est relativement bas. Faire plus gros, on voit qu'on gagne de moins en moins. Et quelque part, la centrale, elle est un peu entre les deux. Et je pense qu'une centrale de 900 ppm, dans ce cas-ci, on arrivera encore à la mettre sur un étage. Et donc, on voit très clairement que le choix de la centrale va dépendre effectivement du virus. C'est vraiment le virus qui commente l'efficacité de la ventilation. Donc, moi, je pense 900 ppm, c'est vraiment un bon choix. Au niveau des conclusions, voilà, on voit que la taille des installations efficaces est définie par le pathogène. Donc, ce n'est pas vraiment nous qui décidons, hein, c'est un peu la nature. La ventilation est un investissement à long terme. Placer une ventilation double flux, c'est un processus long, s'exprime en mois. Apparemment, les variants apparaissent en 2 mois et disparaissent. Donc, ça veut quand même dire que ça va plus vite que nous. L'investissement est conséquent. Je prends un petit club de sport ou une salle de danse où il y a 50 personnes, il faut quand même compter en moyenne 500 € par personne. Hein. Et on a vite à 25 000, 30 000 € suivant la difficulté du bâtiment. Je parle à double flux avec récupération, hein, et éventuellement avec une batterie de chauffe. L'investissement est conséquent pour des petits clubs. Donc, ensuite, la mesure, puis l'analyse des caractéristiques du virus. La publication et la prise en compte prend du temps, donc bien plus que la succession des variants. Donc, la présente analyse est peut-être déjà dépassée. En tout cas, quand je l'ai faite en décembre, je n'avais pas vraiment encore intégré l'Omicron et je suis loin d'être là. Donc, revenons-en à ceci. Plus le débit d'air neuf est important, plus il protège. Plus les centrales seront étanches, mieux c'est. Mais je rappelle quand même que dans la pièce, il y a un court-circuitage colossal. Il faut donc tenir compte des activités. C'est clair que si vous avez des chanteurs, il faudra peut-être viser 600 ppm et pas 900. Et donc, ce qui avait été constaté, c'est que la protection est déjà très significative pour des débits réduits. Donc, bon, les 900 ppm, c'est un must, mais si on peut déjà faire la moitié, enfin la moitié, en débit, je parle, hein, au lieu de faire 40, si on fait déjà 20 mètres cubes heure, je pense que c'est déjà très utile. Passer à des débits à 100 mètres cubes, moi, je pense que ça va coûter fort cher.
Et effectivement, donc vraiment la fin, pour moi, la conclusion, c'est 900 ppm absolu, c'est bien. Quand c'est possible et c'est finançable. Et dans le cas du Covid, j'insiste parce qu'on pourrait avoir d'autres pathogènes, descendre en dessous de cette valeur, par exemple 650 ppm, ici sur l'estimation du dessin, mais finalement, ça consiste à doubler l'investissement pour diviser pas grand-chose par 2. Donc, tant qu'on n'a pas des virus pires, augmenter la ventilation, voilà, et augmenter la ventilation à l'infini en prévoyant des virus de pire en pire, c'est économiquement pas possible. Donc, je redis, je crois qu'il faut le redire, le débit nécessaire pour se protéger va être une activité, comment dirais-je, pluridisciplinaire. Et on voit ici que sur les années, on voit que les successions des virus avec des caractéristiques, des variants avec des caractéristiques différentes, se succèdent assez rapidement. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Il y a 2 documents de référence qui, pour ceux qui sont intéressés, qu'il faut lire, sont assez complets. Donc, je les recommande. Maintenant, je propose de passer aux questions. Merci beaucoup, M. Lardinois. Ouais, attendez, il faut que je retrouve le... Oups. Où est-ce que je repasse la présentation? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question pour M. Lardinois. Heeft er iemand een vraag voor meneer Lardinois? Tout est clair? Ok. Et parce que vous parliez de 900 ppm en absolu, est-ce la réalité? Oui, parce que bon, il y a quand même des zones urbaines où ça sera difficile d'atteindre avec même 40 mètres cubes à l'heure. Je pense que même le document du Task Force parle d'une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, alors il faut juste... Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'absolu? Parce que les appareils mesurent une valeur absolue et tout le monde est fixé sur la valeur absolue, puisque c'est ce qui est mesuré, c'est ce qui est affiché sur l'appareil. Mais soyons clairs, lorsqu'on avait parlé des 800 ppm absolus, on avait une obligation de résultat. À partir du moment où on a dit, parce que les 900 ppm maintenant, c'est plutôt 450 ou 500 ppm au-dessus du niveau de base, on a maintenant une définition d'un débit fixe de 40 mètres cubes. Et donc, les 40 mètres cubes sont une obligation de moyen maintenant. Ce n'est plus une obligation de résultat. Mais il faut quand même savoir que pour tout le monde, les gens ne savent pas avoir un appareil à l'extérieur et un appareil à l'intérieur et faire la comparaison. C'est déjà vachement compliqué pour des gens qui ne connaissent pas le métier d'ouvrir, de fermer les fenêtres, d'augmenter la ventilation avec la valeur absolue. Donc, je suis resté sur la valeur absolue. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens mesurent. Mais on est bien d'accord que la nouvelle législation est la norme et ce qu'il faut viser, c'est 40 mètres cubes heure. Bien qu'une personne assise dans un théâtre, donc une activité relativement réduite, n'aurait même pas besoin de 22 mètres cubes à l'heure. Tandis que les acteurs sur le podium auraient besoin du triple peut-être. Ah, c'est exactement ce que comment dirais-je, le slide sur la RTBF, de la RTBF montre. Hein. Entre une émission de 1 et un cantateur, une cantatrice qui émet 250, il est évident que ce n'est pas le même besoin. Hein. Nous sommes tout à fait d'accord. Et pourtant, ils émettent la même quantité de CO2 tous les deux.
Est-ce qu'il y aurait risque de contamination plus important? Parce que bon, on peut s'imaginer qu'on a une zone d'occupation de 2 mètres au-dessus du sol qui respecte parfaitement les 900 ppm et qu'à partir d'une hauteur de 2 mètres, on commence à voir une augmentation de la concentration parce que c'est de l'air vicié de tout le monde. Donc, tout va dépendre du système de distribution. Si vous avez des systèmes de diffusion qui mettent en mouvement l'air et qui mettent en rotation, vous allez avoir un mélange parfait. Et si vous avez de la sédimentation, enfin de la stratification, vous allez avoir des concentrations en, comment dirais-je, en toiture et c'est favorable. Donc, on est tout à fait d'accord que du displacement ou du mélange, le comportement de l'air est tout à fait et fondamentalement différent. C'est clair que si vous avez un théâtre avec des bouches de sol, c'est beaucoup plus favorable qu'avec des gaines d'injection. D'un autre côté, si vous avez un théâtre, vous allez avoir un très grand volume. Et donc, si vous avez les retardés, il va falloir, pour charger la masse d'air de virus, il va falloir beaucoup plus de temps. Ouais. OK. Donc, ce qui nous mène parfaitement au sujet de notre prochain webinaire, donc notamment la diffusion d'air dans les pièces, parce que c'est aussi un sujet intéressant et important d'ailleurs, donc, et c'est pour ça qu'on l'a mis aussi sur l'agenda. Je ne sais pas s'il n'y a plus de questions, alors il ne me reste plus qu'à remercier M. Lardinois et les autres orateurs, M. Marquer et Lieven Verstaan. Donc, vous allez tous recevoir donc, le questionnaire après ce webinaire. Dus na dit webinar zul u zeg maar elke de vragenlijst krijgen. Probeer toch in te vullen, zodat wij inderdaad zeg maar, toch een beetje kunnen voelen wat er leeft ten aanzien van hetgene gepresenteerd wordt. En dan kan ik u alleen maar uitnodigen om volgende week weer aanwezig te zijn op hetzelfde tijdstip, donc la semaine prochaine à la même heure. Je vous invite à être présent pour de nouveau présentations intéressantes, donc plus que ça, donc 3, donc en effet la diffusion d'air, donc le bureau d'études et ce qu'on a déjà vu pendant l'année ou les 2 années passées, donc dans la pratique. Il ne me rest plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Ik wens u nog allemaal een prettige avond, nog een leuke avondwandeling, une bonne promenade de soir dans l'air frais. Et j'espère vous revoir donc la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.